Ouais, ma conférence gesticulée, donc, elle est sur les tiers-lieux. Et c'est assez du coup, cocasse de me retrouver ici, où j'ai cru que c'était un tiers-lieu, puis alors du coup, apparemment pas. Donc moi, ça m'intéresserait vachement de savoir pourquoi plus un tiers-lieu. Et justement, en fait, c'est peut-être lié au fait que tiers-lieu, c'est un sujet un peu nébuleux, un peu gazeux. Il y en a qui savent ce que c'est un tiers-lieu? À l'applaudimètre, qui c'est qui saurait expliquer ce que c'est un tiers-lieu? Ouais. Voilà, pour dire le gros bide du terme, quoi. Parce qu'en plus, il y a plein de définitions différentes de tiers-lieux qui se font concurrence, qui ne sont pas d'accord. Donc moi, j'aime bien commencer par expliquer l'origine du mot. Ça vous parle? Il y en a qui connaissent qui a créé ce mot, quand c'est que ça date? En fait, ça date des années 80. Et ça a été créé par un sociologue qui s'appelait Ray Oldenburg, qui vivait dans les États-Unis. Et il s'est rendu compte qu'il y avait, alors je vous passe vraiment toute son histoire personnelle qui est liée à l'origine du mot, qui est assez touchante, mais en gros, il se rend compte qu'il y a plein de lieux du quotidien qui sont très différents les uns des autres. Il y a des bars, des cafés, des salons de coiffure, des magasins de disques, des places publiques, qui ont quelque chose de très important en commun. C'est des lieux de socialisation des gens ordinaires. C'est-à-dire que c'est des espaces ouverts où on peut facilement y accéder. Et ces espaces abritent une communauté d'usagers, plus ou moins délimitée, qui est soudée autour d'une pratique commune, autour de codes sociaux communs, et dans lesquels de nouvelles personnes peuvent facilement s'intégrer, créer des liens, des relations, etc. Mais c'est vraiment des lieux très très différents les uns des autres, et ils sont super importants, ces lieux. Déjà pour la santé des individus, ça a été bien prouvé par plein d'études en santé publique, que le lien social, c'est le premier facteur de santé, déjà. C'est aussi super important pour les sociétés, pour leur capacité à résister à des chocs. Lui, c'est ce qu'il va décrire, c'est que dans les espaces, dans les territoires où il y a beaucoup de lieux comme ça, de socialisation, de rencontres, quand il y a des chocs, des crises économiques, des crises sociales, des catastrophes naturelles, les gens s'en sortent mieux grâce à ces lieux où ils peuvent s'organiser, réagir, etc. Et c'est aussi des espaces hyper importants pour la démocratie. Parce que c'est là où vont aussi se forger, par le croisement des vécus, par les débats, les échanges, etc., les opinions, des contre-pouvoirs populaires, etc. Sauf que, il va se rendre compte, ce sociologue, ce Ray, que ces lieux ils disparaissent massivement. Et c'est vrai partout. Ces lieux, ils ont existé en fait un peu en tout temps, sous différentes formes, dans toute société humaine, dans tous les continents. En France, par exemple, cette disparition, elle est aussi très présente. Vous savez combien il y avait de bars et de cafés en 1900 en France? Il y en avait 500 000. Aujourd'hui, en 2016, 40 000. Alors que la population, elle augmente. Et là, c'est juste pour les bars et les cafés, mais évidemment, on pourrait parler aussi des services publics de proximité, on pourrait parler juste des espaces publics. Et en fait, ces lieux disparaissent parce qu'ils se font bouffer par la voiture, par les modes de vie où on reste chacun chez soi, métro, boulot, dodo, les grandes surfaces qui font concurrence aux petits commerces, etc. Et donc, ce sociologue, Ray Oldenburg, il ne va pas juste comprendre ce problème, il va vouloir se battre et défendre ces lieux. Et la première chose qu'il va faire, c'est leur donner un nom à tous ces lieux, et ce nom, c'est... Vous suivez, vous êtes exceptionnel. Ouais, alors tiers-lieu, pourquoi? Parce que c'est ni la maison, c'est ni le travail, c'est les espaces qui sont entre les deux, ces espaces où on peut se rencontrer, socialiser. Mais c'est aussi en référence aux tiers-états, parce que c'est donc justement les espaces de socialisation des petites gens, pas des grands bourgeois qui ont leurs grands salons, qui ont leurs grandes institutions, etc., où ils peuvent se rencontrer. Non, c'est vraiment les gens ordinaires. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle tiers-lieu. C'est aussi pour cette dimension politique, sociologique. Voilà. Et moi, justement, mon premier rêve de gosse, quand j'avais 4-5 ans, c'était de créer un tiers-lieu. Alors, ça ne s'appelait pas comme ça dans ma tête. Moi, je voulais créer un resto pour les potes, en fait. Mais c'était vraiment l'idée. En fait, ça vient de là où j'ai grandi. J'habitais dans un quartier de maisons mitoyennes. Elles étaient toutes collées les unes aux autres, et elles avaient chacune un petit jardin à l'arrière et une terrasse devant qui donnait sur la rue. Et mes parents, c'était les seuls habitants du quartier qui avaient installé une table, des chaises sur cette terrasse. Et comme on connaissait à peu près tous les voisins,
Et ben à la débauche le soir, quand nous on s'installait, on mettait le couvert pour manger dehors quand il faisait beau, ben, on croisait souvent des voisins, puis on les saluait, et puis du coup ils venaient boire un verre avec nous, et puis ils ramenaient les enfants, mari et femme, et puis on se créait une petite terrasse super conviviale, et moi j'adorais ça, parce qu'en plus mes parents ils s'engueulaient souvent à l'époque, donc ça créait une ambiance un petit peu plus détendue. Je dis, ah ben ouais, moi je veux faire ça, moi, c'est trop bien. Et bon, j'ai pas pris exactement cette voie, et c'est pas pour ça que je me suis retrouvé à 30 ans à travailler dans un tiers-lieu. J'ai fait un assez grand détour. Alors, en fait, mes parents, ils étaient aussi militants écologistes. Ils se sont rencontrés sur le terrain des luttes antinucléaires, dans les années 80. Et donc moi, ben, voilà, je suis tombé dans la marmite de l'écologie politique quand j'étais petit. À 3 ans, je faisais ma première manif contre une autoroute dans la vallée du Somport. J'étais encore bon pouce quasiment. J'étais là, allez, les marmottes, non, au camion. Et bon, voilà, ils m'ont brinque-ballé de manif en manif, de réunion publique en réunion publique. À 10 ans, je collais des affiches électorales pour ma maman, qui est devenue conseillère municipale et régionale chez les Verts. Voilà. Et donc, bah, j'ai grandi dans ce militantisme et dans l'urgence, la conscience de l'urgence écologiste et la nécessité d'agir politiquement. Ce qui fait qu'à la fin de mes études, bah, j'ai fait Sciences Po aussi parce que politique, militantisme, je vais bifurquer. Un peu comme ce que font les bifurqueurs des écoles d'agro qui disent non, on ne va pas rentrer dans ce système, on veut plutôt essayer de le saper. Ouais, j'ai fait un peu pareil. Je suis monté à Paris en 2015 pour rejoindre des mouvements de désobéissance civile. Vous avez peut-être entendu parler d'Attaque, j'imagine, Alternativa, les Amis de la Terre, peut-être un peu moins de Jedi for Climate. Ça, c'était un petit collectif qu'on avait monté, un peu gaulerie, pour faire des actions au tout début de la COP, enfin, bien avant la COP 21, pour se chauffer un peu. Et donc, on avait créé des actions du style les réquisitions de chaises dans les banques. Ouais, il y en a qui... Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, l'idée, c'était avant la COP 21. Quelques mois avant, on avait lancé une campagne pour en fait, politiser le problème du changement climatique en disant si on n'arrive pas à s'en sortir, c'est parce que les riches ne prennent pas leurs responsabilités. À cause de l'évasion fiscale, on ne peut pas financer la transition écologique. Donc pour mettre la lumière sur ce problème, eh ben, on avait décidé d'aller shipper les chaises dans des agences de banques qui pratiquent de l'évasion fiscale. Donc on débarquait à 30, sans prévenir évidemment. Et on arrivait très gentiment, on prenait les chaises, merci, on vous rendra les chaises quand vous rendrez l'argent de l'évasion fiscale, et puis on partait avec. Voilà, histoire de les faire réagir, quoi, qui nous attaquent en justice, que nous on en profite pour leur dire « Ah ouais, nous on vole des trucs, et vous alors, peut-être l'argent public, vous en volez pas un peu avec l'évasion fiscale ?» Voilà, donc on faisait ce genre de campagne. Et j'ai continué comme ça, en étant en fait une sorte de militant semi-professionnel. C'est-à-dire, je le faisais à temps plein, mais je n'étais pas payé. Voilà. Donc, j'étais logé chez des sympathisants militants, dans des squats, chez des amis. Et j'ai fait ça donc, en 2015. Et puis, comme voilà, pour moi, le problème, ce n'était pas uniquement le changement climatique, l'environnement, mais c'est le système qui le produit, c'est le capitalisme. C'est l'exploitation du vivant, des humains, etc. Donc, on se retrouve aussi sur d'autres terrains de lutte. Donc, loi travail aussi. Donc, je vais continuer à militer en fait pendant plusieurs années jusqu'à 2020, à faire aussi les gilets jaunes. Et ça fatigue la lutte. Oui, bah forcément. Hein. Déjà, la précarité. Moi, je m'y consacre à temps plein. Bon, j'ai un filet de sécurité quand même. Hein, je vous ai pas dit, mais mes parents, ils roulent pas sur l'or. Hein. Mon père, il était ouvrier, ma mère infirmière. Mais grâce à mes grands-parents, qui étaient horticulteurs, on a vu un héritage. Donc, ils avaient pu s'acheter très tôt une deuxième maison, mes parents. Donc, ils la louaient, on avait une autre source de revenus. Donc, bon, pour moi, l'argent, c'était pas trop un problème. Voilà, je faisais partie de la classe moyenne, la petite bourgeoisie culturelle. Donc, je me consacrais à temps plein à ça sans être payé. C'est pas grave, mais quand même, ça fatigue. Surtout que nos mouvements, ils n'ont pas de ressources, quoi. Et organiser ne serait-ce qu'une réunion à 20 personnes, c'est une galère. C'est littéralement des heures à passer des coups de fil dans tous les bars pour savoir lequel a une salle disponible, lequel accepterait qu'on vienne sans devoir payer des consos qui coûtent super cher. Les salles municipales, on oublie parce qu'il faut réserver 4 mois à l'avance. Chez les gens, c'est bien, mais qui peut recevoir à 20 personnes pendant des heures? Bref. Et puis, faire la fête pour célébrer des victoires, alors là, c'est carrément un projet dans le projet. Donc, c'est fatigant.
Et moi, je passe mon temps à nourrir la lutte, mais la lutte, elle ne me nourrit pas. Et donc, je m'épuise un petit peu. Et là, j'arrive à mes 30 ans. Et je me demande, je vois qu'on n'avance pas, que c'est dur, quoi. Et je commence un peu à me décourager, à me dire, mais et moi là-dedans, je commence à flipper, de me dire, mais si je veux me retrouver à un taf, qu'est-ce que je vais valoir sur le marché du travail? Et on m'envoie une lettre, justement, on m'envoie une offre d'emploi, une amie. Et l'offre d'emploi, ça vient d'une association qui crée un poste. Et cette association, elle s'appelle Tiers-lieu de Bègle. Je ne sais pas trop ce que c'est, les tiers-lieux, à l'époque. Pour moi, je n'ai pas trop compris. Il y en a, c'est des cafés associatifs. Il y en a d'autres, c'est des énormes friches industrielles qui ont été récupérées par des start-upers. Vraiment, c'est très flou pour moi, le concept. Mais eux, ce qu'ils font, donc ils gèrent un bâtiment de 300 mètres carrés qui est mis à disposition gratuitement par la mairie. Et ils proposent un coworking solidaire. Bon, mais solidaire, c'est-à-dire qu'il est vraiment pas cher pour permettre à des salariés d'associations, des entrepreneurs d'avoir un bureau. Et ce coworking solidaire, justement, il est au service aussi de l'hébergement d'associations. C'est-à-dire que l'argent que ça dégage, ça permet de financer aussi le reste du projet. Donc l'hébergement d'assauts qui adhèrent au lieu, qui peuvent venir gratuitement en soirée. Et je me dis, mais c'est top ça. Pour les copains, camarades militants qui ont galère à avoir des salles, c'est un bon plan. Et puis en plus, ils organisent des événements festifs sur des thématiques liées justement à l'économie sociale et solidaire, à la solidarité, à l'environnement, l'écologie. Je me dis, c'est un lieu allié, c'est vachement bien ça, pourquoi j'en ai pas entendu parler avant? Et en plus, le bâtiment, enfin, ils ont donné un nom au bâtiment qu'ils animent, c'est zone à partager. Et c'est un clin d'œil assumé aux zones à défendre. Genre, on est dans le même camp. Et je me dis, mais c'est vraiment trop chouette, quoi. En plus, ils font partie, je me renseigne un petit peu, ils font partie du réseau régional de la coopérative tiers-lieux. Et ce réseau régional de tiers-lieux, eux, ils défendent justement une définition des tiers-lieux qui est beaucoup plus ambitieuse et politique que celle de Ré-Oldenburg. Pour eux, ce n'est pas juste un espace de socialisation. C'est un espace qui réunit 3 dimensions. Émancipation individuelle, projet collectif, où les parties prenantes sont invitées à participer à la gouvernance du lieu, et enfin une dimension d'intérêt général. C'est-à-dire que ce qui se passe dans le lieu, ce n'est pas uniquement pour les gens qui y sont dedans, c'est aussi pour répondre aux besoins du territoire. Je me dis, ouais, c'est hyper intéressant. En plus, leur manifeste, ça mobilise des références politiques que je trouve super fortes et inspirantes. Moi, alors, Ivan Illich, c'est un penseur de l'écologie politique radicale, anticapitaliste. Donc je me dis, ouais, c'est OK, on est chez des copains, quoi. Et donc j'envoie une lettre de motivation où j'explique qui je suis, voilà, je suis un militant. Dans mes réseaux, on a besoin de ça. Je pense que du coup, on pourrait créer des synergies super intéressantes. Puis vous hébergez d'autres associations qui ne sont pas forcément en lien avec les thématiques qu'on est. On va pouvoir créer des synergies. Bref. Et c'est moi qui prenne. Et je suis trop content. Je vais avoir 30 ans. Et je me dis que je vais pouvoir continuer à soutenir des mouvements de lutte écologique. Et en plus, je vais pouvoir remplir mon frigo et avoir un chez moi. C'est trop bien. Et donc voilà, ça a été une super expérience et je vous recommande de faire pareil. Allez-y, soyez facilitateurs de tiers-lieux. Merci, c'est la fin de ma conf. Non, en général, quand on écrit une conférence gesticulée, c'est que quelque chose qui ne s'est pas très très bien passé. Voilà, et moi, effectivement, ça ne va pas très bien se passer. Au bout de 2 ans et demi, à y aller à fond, à y croire, je vais finir chez mon toubib, à craquer et à plus pouvoir m'arrêter de pleurer. Ça va me prendre un bon arrêt de travail d'1 mois pour comprendre ce qui s'est passé. Et j'y suis retourné quand même parce qu'il fallait bien continuer à bosser maintenant que j'avais mon appart. Mais je me suis dit qu'il fallait que je comprenne en fait ce décalage. J'y allais parce que je voulais produire la transformation sociale et je me suis rendu compte qu'en fait on se prenait les pieds dans plein de pièges qui nous amenaient à finalement produire du statu quo. Et ça m'a fait tomber. Mais en même temps, ça m'a donné l'occasion de réfléchir et d'aller voir un petit peu ailleurs, de me replonger justement dans mon parcours militant et de me dire les lieux peuvent quand même faire la différence. Et il y en a qui ont fait la différence dans l'histoire. Et on a besoin de ressources
pour continuer à se battre, pour construire un monde dans lequel on va juste pouvoir continuer à vivre. Et du coup, cette conférence, c'est une proposition de voyage dans le monde des tiers-lieux, dans les pièges que j'ai rencontrés, mais aussi dans des lieux qui s'appellent pas forcément tiers-lieux, mais qui finalement en sont aussi, et dans lesquels on va pouvoir trouver de l'inspiration pour continuer à se battre. Oui, bonjour, c'est Gaëtan. C'est pour savoir si... Ah, vous êtes devant la porte. Ah, j'arrive tout de suite. Et bonjour, vous êtes là, enchanté. C'est donc moi, Gaëtan, le facilitateur de la zone à partager. Je suis ravi de vous accueillir à la ZAP. Alors, voilà, notre beau tiers-lieu, donc c'est un bâtiment du 19e, hein, il est assez classe. C'était l'ancienne mairie de la ville. Et ensuite, c'est devenu les impôts pendant quasiment tout le XXe siècle, hein, de 1920 à 2014. Et ensuite, les impôts ont fermé les guichets. Hein, voilà. Mais justement, il y a eu une association qui s'est créée, Tiers-lieu de Bègue, pour créer un espace de coworking solidaire et aussi pour lancer un projet de supermarché coopératif. Et maintenant que le projet de supermarché coopératif est parti, on est devenu la zone à partager, voilà, fin 2019. Et là, on est un tiers-lieu hyper ouvert. Donc, c'est ça que je vais vous faire visiter. Alors, je vous en prie, rentrez. Donc là, on est dans le hall, le petit hall d'accueil. Donc, c'était là où les gens ils payaient les impôts. Regardez le guichet, là. Les gens ils venaient payer leurs impôts avant les tickets de cantine, les amendes. Et sur ces vitres blindées, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Toutes les petites vignettes, là, c'est les associations qui adhèrent au lieu. Donc moi, quand je suis arrivé en 2020, donc au tout début de la zone à partager, il y en avait une quinzaine. Et maintenant, vous voyez, il y en a vachement plus. C'est pas à jour, hein, mais il y en a une soixantaine à peu près d'associations là en 2024. Vous avez aussi les coworkers, qui sont des coworkers solidaires, c'est-à-dire que l'abonnement pas cher qu'ils donnent, ça sert à financer l'hébergement d'associations, la création d'événements, mon salaire. Et en plus, ils viennent faire un peu le ménage, les chantiers dans le bâtiment. Voilà. Puis on a des bénévoles qui nous permettent d'organiser les événements, de rencontres et tout. Voilà, alors, donc, je passe la porte et là on rentre dans l'Agora. C'est un peu notre pièce maîtresse. Donc on a une buvette qu'on a fabriquée nous-mêmes en palette avec notre tireuse. On a une simèse, des simèses tout le long de la pièce pour faire des expos photos, un vidéoprojecteur, de la sono et évidemment des tables pliantes. Donc là, on peut tout faire, hein, des formations, des AG, des concerts, ce que vous voulez. Voilà, alors on continue la visite. Donc là, au bout, vous avez une association qui promeut la neurodiversité. Voilà, hyper intéressant comme projet. Une salle de réunion dispo pour tout le monde. Je monte à l'étage, voilà. Et donc, là, on arrive les 3 pièces là, que vous voyez, où il y a des gens qui travaillent, c'est le coworking en journée, mais en soirée, ça peut devenir ce que vous voulez. Hein. On a eu aussi des expos photos, des AG, voilà. Et puis là, 1, 2, 3 salles de réunion encore, et au fond, une petite cuisine pour faire réchauffer des plats, faire la vaisselle, etc. Voilà, et puis moi je suis là aussi à votre service, donc je suis facilitateur de tiers-lieux, donc c'est-à-dire je suis un peu couteau suisse quoi, je fais de l'accueil, un peu de communication, un peu de programmation, j'accompagne les bénévoles, je fais de la gestion un peu, suivi comptable, un peu tout quoi, voilà. Et pour finir, la zone à partager, on se définit comme une tisseuse de liens sociaux et de convivialité qui héberge et fait rayonner des initiatives sociales, écologiques et solidaires. Donc j'espère que vous allez vous y sentir chez vous et que vous allez faire plein de choses merveilleuses. Voilà, ça c'était ce que je faisais quand j'accueillais des groupes, ce genre de visite. Et au début, donc moi j'ai commencé en 2020, fin 2020, donc ça y est, on était encore sur un peu les confinements, c'était la fin des couvre-feux, donc ça commençait tranquillement. Mais ça commençait bien. Premier truc que je fais, évidemment, c'est inviter les collectifs militants. Alors à l'époque, moi j'étais encore dans Action non violente COP21.
à venir faire leur réunion ici. Et c'était vachement plus simple. On était super contents. Mais c'est pas tout. J'aide aussi des bénévoles du lieu, des usagères, à créer un cercle écoféministe. Et là, elles commencent à se lancer, à faire des groupes de parole et tout. Et il y a des habitants qui arrivent, des habitants du quartier, qui viennent nous dire « Ouais, il y a un gros problème sur le dernier poumon vert là, du nord de la ville. Il y a le bailleur social qui veut créer une construction. Ils ont déjà mis des barrières. Ils vont bientôt abattre les arbres si on ne fait rien. » Et du coup, avec les copains militants activistes, on s'est dit « Allez, une idée, on va prendre les visseuses. » Et puis on va faire une petite expédition, et puis on va démonter les panneaux, et puis on va les empiler, et puis on va dire au bailleur social « Non, vous n'allez pas faire ça ». Et c'était génial parce qu'on avait aussi des connexions avec la mairie, et du coup on aurait pu leur mettre un petit coup de pression, et le bailleur a pris peur, et le projet a été annulé. Pas mal, quand même. Ça commence bien, non? Donc moi je suis tout feu, tout flamme, à fond la caisse. Et évidemment, il n'y a pas que des activistes, des écoféministes qui viennent ici. Enfin, c'est un tiers-lieu, on est ouvert quand même à plein de gens, c'est large. Et il y a plein d'associations, comme je vous le dis, qui étaient déjà présentes. Et d'autres qui arrivent. Et j'ai une idée. On va s'inspirer de ce que font nos adversaires politiques et qui marche très bien. L'extrême droite, elle a un truc pour gagner en puissance, c'est qu'elle construit des routes de l'engagement. Alors je vous donne un exemple de route de l'engagement. Vous avez un coach en séduction qui va proposer des super sessions de coaching et de formation en séduction pour des mecs qui galèrent et qui sont tristes d'être seuls. Et donc ils vont capter ce petit public et vont dire « Mais t'inquiète pas, mais t'es un mec super en fait. Le problème c'est les femmes. » Et puis, de ce discours, ça va du coup les amener sur les organisations qui vont carrément dire c'est pas que les femmes, c'est les féministes qui sont de mèche avec les juifs. Et là, ça part dans des délires. Et ce truc est documenté. Vous pouvez vous renseigner sur, par exemple, le réseau Atlas. Le réseau Atlas, ils font ça. Ils vont connecter des coachs en séduction avec des organisations masculinistes, avec des organisations identitaires d'extrême droite, etc. Et le but, c'est que des petits gars paumés qui ont juste des problèmes de drague, à la fin, ils finissent chez les fachos. Bon, évidemment, il y a de la perte en route, et heureusement. Mais ça existe. Et je me dis, peut-être que des tiers-lieux qui disent « on fait de l'écologie, solidarité, lien social », bon, c'est pas révolutionnaire, tu vois, mais ça pourrait capter des gens, comme ça, à qui ça parle un peu, puis qui viendraient faire la fête, faire des animations, etc. Puis ils rencontreraient du coup des associations qui vont leur proposer de faire du bénévolat dans des projets un petit peu plus engageants. Et du coup, ça va les amener à des camarades écologistes, féministes, etc. Et on va construire une route de l'engagement à gauche. C'est mon projet. Ah, j'y crois, hein. Il faut essayer. Hein. De toute façon, on n'a plus rien à perdre. Hein. Enfin, donc on tente. Et c'est top parce qu'il va y avoir vraiment des associations super qui vont venir. Il y en a une qui va venir toute seule. C'est l'association Amal, qui a été créée par Khalifa. Et Khalifa, il a 20 ans, il est livreur et il va venir à la ZAP de lui-même. Il va m'expliquer son projet. Tiens, vas-y, assis-toi, je te fais de la place. Hop. Alors. Ok. Donc avec tes collègues livreurs, vous êtes d'ailleurs majoritairement sans papier, vous avez créé l'association de solidarité des livreurs, Amal, et vous êtes organisé avec Médecins du Monde pour créer la maison des livreurs. Ouais. Okay. Et donc la maison de livreurs, le but, c'est de pouvoir réunir les livreurs qui se font exploiter par les plateformes comme Uber, Deliveroo, etc., mais qui sont aussi renier tous leurs droits par l'État français, etc. Et grâce à ce lieu, vous allez pouvoir vous organiser, vous entraider, vous soutenir. Ok, c'est hyper balèze comme projet.
Et ouais, et donc ouais, vous voulez venir à la ZAP parce que votre maison elle est trop petite pour tous vous réunir, vous êtes déjà une centaine, ouais, ok. Eh ben ouais, mais venez à la ZAP, mais évidemment, bien sûr, pour des AG, pour des repas, bien sûr, mais carrément. Bah, je reviens vers toi, tu reviens vers moi, ok, ben je te laisse revenir vers moi, ça marche. Ben, bienvenue à la ZAP, hein. Waouh, je suis hyper impressionné par le projet. Quelqu'un qui a monté tout seul dans un pays où il n'a pas les papiers, où il est obligé de taffer comme un dingue, et il fait ça pas juste pour lui, mais aussi pour en fait tout le monde en fait. Enfin, lutter contre les plateformes d'ubérisation, c'est lutter pour tous les travailleurs aussi. Je me dis ça c'est génial, je suis vraiment au bon endroit. Et dans la même journée, quasiment, il y a une autre asso qui arrive, et là ça a l'air trop bien aussi. La FEV, engage-toi pour lutter contre les inégalités. Yes, ça va être bon ça. Donc je les reçois aussi. Alors, vous donc, si j'ai bien compris, donc, ok, ouais, d'accord. Ah oui, oui, ok, c'est ça. Donc vous faites des binômes de mentorat scolaire avec des étudiants qui vont en individuel donner des cours du soir à des enfants de quartiers populaires. Oui, c'est ça, c'est tout. Enfin, c'est ça, c'est bien. Non, mais c'est bien, c'est bien. Ouais, mais il faut, hein, parce qu'effectivement, l'école est dans un sale état. Et donc, toi, tu es salarié, ouais. Et vous êtes 500 salariés. Ah ouais, c'est une grosse structure quand même. Et comment vous financez Ah bah oui, les ministères. Oui, l'éducation nationale, oui, enseignement supérieur, la recherche. Ministère de l'Intérieur aussi. Ok, et ben ouais, et ben vous avez besoin de la ZAP donc pour avoir des espaces où les binômes ils pourront se rencontrer. Et ben ouais. Et ben bienvenue à la ZAP aussi, ouais. Ouais. Et là il y a un truc qui me dérange un peu plus. Vous voyez ce que c'est, ce truc? C'est pas le même projet politique en fait. C'est pas le. Là ça ressemble un petit peu plus à de la charité en fait, parce que les gens qui mettent en binôme, j'ai regardé le site internet, qu'est-ce qu'il y a comme contenu? On ne fait pas vraiment de l'éducation populaire pour conscientiser d'où vient le problème des inégalités. On ne fait pas d'organisation collective où les gens vont s'attaquer aux causes de ces inégalités. On va apporter une réponse pansement, mais sans s'attaquer à la source du problème en fait. Ça, c'est le premier truc qui va commencer à me mettre mal à l'aise, c'est qu'il va y avoir quand même beaucoup de structures qui ne vont pas faire de l'éduc-pop, mais qui vont faire de la charité. Bon, ça me plaît quand même moins. Heureusement, il y a d'autres copains militants qui continuent d'arriver, et notamment le groupe local de la France Insoumise. Bon, voilà, je ne vous les présente pas, hein, je pense que vous connaissez. Et ils n'ont pas d'assaut, eux. Mais bon, je vais en parler au CA. Franchement, ça va passer, il n'y a pas de problème, quoi. Petit point avant la fin du CA. Voilà, il y a le groupe local de la France Insoumise qui veut venir faire leur réunion, parce que c'est les élections présidentielles et législatives dans un an. Donc voilà, ce serait bien qu'on se mobilise, hein, histoire qu'on ne se retrouve pas de nouveau avec du Le Pen au second tour et que notre député local se fasse pas éliminer, c'était chaud quand même. Hein. Bon, bref, ça, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le souci? Comment ça, c'est un parti politique? Oui. Non, non, on va pas prendre tous les partis politiques. Du coup, on va pas prendre le RN. Enfin, je veux dire, France Insoumise, ils sont quand même de gauche. Enfin, on parle aussi justement d'écologie, solidarité, sociale, tout ça, quoi. Ah, c'est parce que c'est à cause de la mairie qui risque de flipper Mais la mairie, ils sont de gauche aussi. Oui, on n'a pas encore signé le bail de plusieurs années. D'accord, mais bon, ils vont pas nous le reprocher quand même. Si. Enfin, non, mais ok, ça vous fait flipper, quoi. Ok, donc je leur dis non, c'est ça? Eh ben, ok. Eh ben, je vais leur dire non alors. Non. Donc je suis allé
leur dire aux copains que non, on n'allait pas pouvoir les accueillir pour qu'ils puissent s'organiser et aussi faire un peu de travail d'éducation populaire. Parce que, effectivement, à Montséa, ils avaient un petit peu peur de la réaction que pourrait avoir la mairie si on accueillait une force politique plutôt qu'une autre, qu'on ait une couleur politique qui domine. Il fallait qu'on reste un petit peu neutre, c'est vachement plus rassurant la neutralité. Puis je les comprends, parce qu'il y a un climat de terreur de plus en plus grand dans le monde associatif. Depuis 2020, par exemple, est-ce que vous avez entendu parler du contrat d'engagement républicain ? C'est une belle saloperie qui est née de la loi séparatisme, qui était évidemment censée lutter contre l'islamisme radical et le terrorisme, mais qui maintenant fait que toute association, toute structure qui demande des subventions doit cocher la petite case « Je m'engage à respecter les engagements républicains ». Oui, sauf que c'est quoi ces engagements républicains en fait ? Ils sont marqués où ? Ils sont objectifs ? Ah non. C'est le mouvement associatif qui a alerté un vrai risque d'arbitraire et qui s'est déjà vérifié à plusieurs reprises. Ça a commencé d'ailleurs avec une association, Alternatiba, qui organisait à Poitiers des formations de désobéissance civile. Ils se sont fait sucrer leurs subventions parce qu'ils ne respectaient pas les principes républicains. La désobéissance civile pour le climat ne respecte pas les principes républicains. Enlever des chaises dans des banques pour dénoncer l'évasion fiscale, ça n'est pas républicain. Ok. Et il n'y a pas que ça, en fait. C'est aussi, par exemple, quand on demande l'agrément espace de vie sociale, eh bien, le premier critère qui est marqué sur le guide méthodologique pour devenir espace de vie sociale, c'est marqué très explicitement. La neutralité politique. Interdiction formelle d'accueillir des activités politiques, syndicales ou confessionnelles. Bon. Eh ben, voilà. Je viens de me prendre les pattes dans un deuxième piège, la subordination à la propriété et aux subventions. Alors bon, c'est pas grave, on va quand même continuer à essayer de faire des choses, puisque bon, voilà, il y a ce beau bâtiment avec plein de gens, une belle énergie, et puis j'ai quand même effectivement mes copains qui viennent surtout faire des réunions, mais je les vois pas beaucoup ailleurs en fait. Et ceux que je vois beaucoup, malheureusement, c'est beaucoup la fève, par exemple. Parce qu'ils ont des salariés, ils ont beaucoup de moyens pour venir me demander des rendez-vous, des bilans, et puis qu'on fasse des projets ensemble. Parce que la fève, ils ont carrément développé un programme pour s'implanter dans les tiers-lieux et soutenir les tiers-lieux. Ah ouais, ils adorent, c'est gratos pour eux dans la plupart des cas. Puis ça leur donne accès à plein de gens où ils peuvent développer des projets, des activités. Puis c'est aussi les coworkers qui sont censés être solidaires, et donc au service du projet associatif, mais aussi ils ont envie de faire des projets, faire des expos, photos, de faire des soirées, dégustation de vin, soirées jeux, etc. Et je leur ai fait des tutoriels pour qu'ils soient autonomes dans leur lieu, enfin c'est leur lieu quand même. Mais bon, quand même, Gaëtan, t'es là, viens nous aider, montre-nous comment on le fait. Et en fait, je me rends compte que les ressources qu'on produit à la zone à partager, c'est-à-dire de l'hébergement, ma disponibilité en tant que salarié qui peut permettre de faire des connexions, s'approprier ces ressources, des tarifs pas chers, en fait, ces ressources-là, elles sont majoritairement accaparées par des structures ou des personnes qui ont déjà le plus de moyens dans la société, enfin clairement qui ne sont pas le plus dans le besoin du tout. Oui, on a effectivement des gens qui sont en difficulté et qui vont venir un tout petit bout par-ci bénéficier d'un cours de français langue étrangère. Voilà. Ou un tout petit bout par-là de, effectivement, faire du mentorat scolaire. Mais le gros du gros, c'est des gens comme moi, ma classe sociale, de la petite bourgeoisie culturelle qui va bénéficier de cet espace. C'est le troisième problème. En fait, on reproduit les rapports de classe dans la société extérieure. On n'est pas un espace qui va venir les contester, les annuler, les compenser. On va les reproduire. Et ça va être très compliqué un jour parce qu'il y a une association qui va arriver et elle, je ne peux vraiment pas la refuser. Parce que c'est la mairie qui nous l'envoie. Donc
voilà, subordination à la propriété, aux subventions. Et donc elle aussi, bah, je la reçois à mon bureau. Et alors vous donc, c'est le Rotary Club de Bègle. Bah, bonjour. Et alors qu'est-ce que vous faites à la ZAP? Enfin, qu'est-ce que vous voulez faire avec nous? Enfin, alors vous aussi, voilà, vous voulez soutenir des initiatives sociales, écologiques et solidaires. Ah ben, comme nous en fait. Ouais, mais c'est top, on est pareil alors du coup. Et alors comment vous faites Ah ouais. Ah. Et donc vous voulez organiser un de ces galas où vous allez inviter les chefs d'entreprise, les élus à la ZAP pour faire des levées de fonds que vous allez défiscaliser, voilà, pour soutenir la ZAP. Et ben c'est très gentil, hein. Et puis ben, comme on fait la même chose, eh ben, bienvenue, hein. Ah ouais, là c'était dur là. Ah, parce que là, le truc éduc-pop à la poubelle, charité plus, reproduction des rapports de classe, c'était à fond la caisse. Hein. Je voulais pas mimer, hein, mais ça dégoulinait le mépris de classe quand elle me parlait. Et en fait, voilà, on voyait bien que le Rotary Club, leur projet, ils instrumentalisent des causes. Peut-être qu'ils y croient, hein, je ne remets pas en question. Hein. Instrumentaliser, c'est peut-être fort. Hein. En tout cas, ils utilisent des causes qui leur permettent de se réunir et de créer un entre-soi bourgeois dans lequel ben, ces liens sociaux vont leur permettre aussi d'accéder à des opportunités économiques, des coopérations, des collaborations économiques intéressantes, accéder à de l'information parce qu'ils vont rencontrer des élus et du coup savoir un petit peu, alors comment ça se passe dans votre ville? Vous avez des projets? Parlez-en. Et pourquoi est-ce qu'ils atterrissent à la ZAP? En fait, le Rotary Club, il y a deux types de clubs. Les plus répandus, c'est les clubs de ville. Donc vous habitez dans une ville, et puis vous allez au Rotary Club de la ville où vous habitez. Voilà, ça marche comme ça. Sauf si vous avez moins de 30 ou 35 ans. Et là, c'est organisé plutôt à l'échelle régionale. Et du coup, ben, il y avait tout un groupe de jeunes, d'amateurs philanthropes qui étaient devenus copains. Ils habitaient dans différentes villes et puis ben, au moment de 30-35 ans, ils ne voulaient pas se retrouver dispatchés dans les Rotary Clubs de leur ville, ils voulaient rester ensemble et continuer à faire de la philanthropie, parce que c'est vraiment le sport préféré des riches. Et du coup, pour ça, ils n'avaient qu'une seule solution. C'était de créer un Rotary Club dans une ville où il n'y en avait pas. Bègle, qui est une ville populaire, qui a été une ville communiste pendant des décennies. Et donc, ils ont créé leur Rotary Club ici, puis ils ont toqué à la porte de la mairie, et la mairie nous les a renvoyés. Ah, ben, je ne pouvais pas refuser, donc c'est super. J'ai carrément aidé le Rotary Club à s'implanter dans la ville. Ouh là, ça a commencé vraiment à picoter, là, quand même. Donc, ça faisait un moment que je leur disais au conseil d'administration que ça serait bien qu'on précise un peu le projet, genre, pour qui on veut faire tiers-lieu? Pourquoi? Pour quel monde? Et qu'on mette des mots un petit peu plus précis que social, écologie, tout ça, qu'on y aille un peu plus, parce que le Rotary Club, manifestement, ça n'a pas l'air de leur poser de problème. Et donc, on va finir par accepter de faire un atelier d'intelligence collective. Donc on va même avoir 2 professionnels qui vont venir pour animer ces temps-là, et qu'on se pose ces questions et que moi, je puisse un peu enfin là, sortir ce qui commence à me nouer le bide. Et ça va se passer comme ça. Bonjour. Alors, voilà, je suis facilitatrice en gouvernance partagée. Et avant de commencer cet atelier, je vous propose qu'on fasse connaissance les uns avec les autres. Donc, on va se mettre en cercle. Et puis, vous allez, non pas vous présenter vous, mais présenter quelqu'un que vous connaissez dans la pièce en disant ce que vous aimez chez cette personne. Et puis, on va le faire en se faisant passer cette pelote de laine. Alors, je vais commencer. Alors, moi, je vais présenter Katia. Voilà. Katia, que je connais de l'Ardeur. Et ce que j'apprécie vraiment chez toi,
C'est ta capacité à faire naître le meilleur chez les gens. Tu les pousses à la fois au bout d'eux-mêmes, mais c'est vraiment pour révéler le meilleur d'eux-mêmes. C'est ça que j'adore chez toi, Katia. Alors à toi, tiens, je t'envoie la pelote, t'es prête? Je vais dérouler un petit peu comme ça, voilà. Tu vas la prendre, hop, voilà. Et tu la fais passer à quelqu'un en gardant bien le fil dans tes mains, c'est très important. Je l'envoie à Elisabeth. Voilà. Alors, Elisabeth, elle est super. Ouais. Et Elisabeth, il faut aller manger chez elle. Ah. Ouais, parce que c'est très très bon. Elle cuisine super bien et elle sait recevoir avec beaucoup d'amour. Voilà. Merci. À toi, Elisabeth. Tu gardes bien la pelote, hein. Enfin le fil, hein, le fil. Tu aimes Franck énormément, c'est sûr. Alors bon, en gros, voilà, on va continuer comme ça, se faire passer la pelote en se disant à quel point on s'aime. Et vous allez voir, ça va tisser une grande toile d'interdépendance qui montre à quel point on est tous liés les uns aux autres. Voilà. Et on va faire ça pendant 4 jours et demi. Et à la fin, moi, mais j'aurai toujours mes nœuds au bide et 0 réponse sur mes questions. Hein. Les pièges, là, jamais question. Hein. Non. Tiens, je te laisse rembobiner le fil. C'est le 4e problème. La dépolitisation des outils d'éducation populaire qu'il y a dans ces milieux. Ce n'est pas que dans les tiers-lieux, en fait. Hein, c'est massif. Hein. Vous avez peut-être lu le bouquin du Nouvel Esprit du Capitalisme, par exemple. En gros, depuis les années 80, il faut réenchanter le travail. Et une super façon de réenchanter le travail, c'est de faire croire que les travailleurs et travailleuses, c'est des collaborateurs et qu'on travaille ensemble. Et pour travailler ensemble, on va justement organiser ce genre d'atelier où on va gommer toute forme de conflictualité au travail en utilisant des outils d'éducation populaire, mais sans nommer la conflictualité, sans nommer les divergences d'intérêts. Et on va choper comme ça tous ces outils, et puis on va les sacraliser, on va dire « Ah, les outils d'éducation populaire, c'est super !» Et du coup, ça va revenir dans le milieu associatif, et on va être là, on fait de l'éduc-pop et tout, mais sans la politique. Ah, voilà, moi, mes tripes. Et c'est ça qui va faire que... par accumulation de déception, je finis par craquer et donc être chez le Toubib et me prendre un mois d'arrêt de travail. Et c'est vrai qu'il y a aussi ma part de responsabilité à moi là-dedans. Enfin, à un moment donné, j'aurais pu gueuler. Je ne l'ai pas fait. J'ai pas gueulé contre le conseil d'administration qui était peuplé de gens comme moi d'ailleurs, hein, de salariés d'associations ou d'auto-entrepreneurs, dont on partageait un peu le même mode d'existence, quoi. C'était pas des grands bourgeois, des grands patrons. Hein, non. En fait, c'était des potes. C'était carrément des amis. Et ça aussi, ça fait partie du problème. C'est que le capitalisme, surtout sa version néolibérale, eh bien, il va se reposer de plus en plus, tous les services qui étaient autrefois assurés par les services publics, par exemple, eh bien, on va les transposer dans le monde associatif, dans lequel il y a cette proximité affective. Dans lequel souvent c'est des petites structures où les salariés côtoient des employeurs qui sont bénévoles, qui sont un peu comme eux, qui sont des potes. Et c'est vachement difficile de s'engueuler avec des potes. En tout cas, moi, j'ai vachement de mal à le faire. Et ça, c'est décrit dans le livre « Le syndrome du patron de gauche ». Très intéressant. Et sauf qu'on instrumentalise à fond les travailleurs associatifs en leur disant « Mais tu le fais pour la cause, ça a vachement de sens, c'est super ce que tu fais, continue, te plains pas ». Et « te plains pas », c'est carrément le nom d'un livre qui a été fait sur l'exploitation dans le travail associatif. Le nom complet, c'est « Te plains pas, c'est pas l'usine ». Ou justement, qui dévoile que c'est une stratégie de l'État, des collectivités, de se reposer sur ces associations, parce que ça permet d'instrumentaliser beaucoup plus facilement les travailleurs et leur volonté de se dévouer à une cause
plutôt que des fonctionnaires qui ont des syndicats et qui ont des patrons bien définis. Et oui, et c'est vrai que j'ai pas réussi à gueuler parce que voilà, c'était des amis, mais aussi parce que j'avais un peu les chocottes de me dire c'est peut-être juste moi qui n'y arrive pas, qui ne suis pas un bon facilitateur, qui n'ai pas les bonnes compétences, qui travaille pas assez efficacement, etc. Et du coup, ça m'avait poussé à faire la formation qui est donnée par la coopérative Tiers-Lieu, qui pour moi était le réseau soutien politique, quoi. Coopérative Tiers-Lieu, et c'était la formation piloter un tiers-lieu. C'était une formation de 20 jours sur 10 mois. Et bien sur ces 20 jours de formation, il y en a eu un seul dédié aux enjeux politiques. Et tout le reste, c'était que des questions de gestion, de communication, de comptabilité, de mise aux normes, etc. Qui a contribué à ce que je me dise, ok, il faut que je sois un meilleur travailleur. C'est donc l'exploitation et l'aliénation du travail dans les tiers-lieux qui est le 5e problème dans lequel je me suis pris les pattes et qui a expliqué mon arrêt de travail. Et là, j'avais un peu moins envie d'être tout youpi youpla. Mon état d'esprit, c'était plutôt ça à ce moment-là. Salut. Alors nous, c'est une bande de potes. On a créé un collectif parce que on avait tous une vie à 100 000 à l'heure. Puis un jour, on s'est dit, mais what quoi, la vie elle passe. Puis on s'est dit, on va créer un tiers-lieu. Un tiers-lieu, c'est quoi un tiers-lieu? C'est un lieu collectif où on partage des savoir-faire autour de l'écologie, de la musique, de la cuisine, du yoga. Tout ça pour être un peu plus zen au quotidien. Dans ton tiers-lieu, mange ton compost. Dans ton tiers-lieu, mange ton compost. Dans ton tiers-lieu, mange ton compost. Dans ton tiers-lieu. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Petit pétage de câble. Ah, ça m'a fait du bien. Péter un bon plomb pendant 1 mois. Alors du coup, j'ai essayé de comprendre. Là, j'avais vraiment un dégoût, l'impression de m'être fait vraiment instrumentaliser. Alors j'ai cherché pourquoi, d'où ça vient, en plus des explications que je vous ai données, et je vais pas rallonger plus que ça le côté analyse, juste, il y a encore d'autres facteurs, comme par exemple l'institutionnalisation du secteur tiers-lieu, la création de France tiers-lieu par l'État, pour mettre la main sur ce secteur avec des gros largages de subventions. Vous pouvez lire ce livre là-dessus, qui est super chouette, Nos tiers-lieux, défendre les sociabilités du quotidien, qui explique voilà, cette institutionnalisation. C'est de comprendre aussi la complicité structurelle de ma classe sociale avec le statu quo. C'est-à-dire que on mobilise des termes qui se veulent subversifs, écologie, lien social, lutte, engagement, transformation sociale. Mais ces termes et ces postures, souvent, pas toujours, souvent, c'est aussi un moyen de se distinguer et d'avoir une stratégie d'ascension sociale. Et donc, par exemple, vous avez ce petit bouquin, Écolo, mais pas trop, qui montre comment la petite bourgeoisie culturelle se sert de l'écologie pour se distinguer et servir son intérêt d'ascension sociale. Mais bon, on va en rester là parce que j'ai pas envie de vous déprimer, je pense qu'on l'est tous, enfin moi je le suis déjà suffisamment. Et j'ai plutôt envie qu'on reste dans une énergie combative. Donc j'ai cherché, est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir des tiers-lieux politiques, finalement? Est-ce qu'il y a un intérêt? Peut-être que je me suis juste planté, on se raconte des histoires. Et donc j'ai fait des détours par des livres pour voir si dans l'histoire,
il y avait déjà eu des tiers-lieux politiques qui avaient fait la différence. Et je me suis intéressé à un type de lieu que d'ailleurs j'avais rencontré dans mon parcours militant pendant la loi travail, c'est les bourses du travail. Je me suis plongé dans ce petit bouquin qui est très chouette. Histoire des bourses du travail par Fernand Pelloutier. Il a écrit ce livre, Fernand Pelloutier, alors c'est un des fondateurs des bourses du travail, et il a écrit ce livre fin 19e, début 20e, j'ai plus exactement la date. Il est mort en 1901, donc probablement un peu avant. Voilà. Et où il raconte ces lieux. Alors les bourses du travail, c'est né juste après la loi qui autorise les syndicats en 1884. Et il explique que le syndicalisme, du coup, va avoir deux tendances. D'abord, on crée des syndicats, puis on essaie de se coaliser, s'organiser en front syndical unique qui va lancer des grèves comme ça, qui vont déferler sur le patronat. Et puis, il y a une autre voie, c'est par le biais du terrain. Les syndicats, ils vont localement aussi créer des unions qui vont donner naissance à des bourses du travail. Et là, l'idée de ces bourses du travail, c'est, en gros, ça répond à 4 missions. C'est un espace pour les travailleurs pour qu'ils puissent déjà se réunir, y aller quand ils veulent, un peu, c'est ouvert. Et ça sert à développer leur conscience de classe. Il y a des cours du soir qui sont donnés, il y a des bibliothèques qui sont accessibles, et l'idée, c'est d'acquérir la science de son malheur. Ça, c'est la formule de Fernand Pelloutier. C'est donc des espaces où les travailleurs peuvent faire de l'éducation populaire. Deuxièmement, trouver du travail, mais par les travailleurs eux-mêmes. C'est un peu comme l'ANPE, Pôle emploi, France Travail, mais auto-organisé, quoi. Ce qui permet du coup aussi de peser dans le rapport de force, et d'organiser des grèves, et de s'assurer que le prix du travail ne se casse pas la gueule. Et aussi, ils ont un office de la statistique, où, avant le téléphone, je ne parle même pas d'Internet évidemment, mais avant le téléphone, ils étaient capables quotidiennement, toutes les bourses du travail, de savoir où il y avait du travail, dans quel secteur d'activité, et de faire converger ces infos et redispatcher dans toutes les bourses du travail quotidiennement. Et du coup, c'était des lieux de vie hyper intenses, où les travailleurs pouvaient facilement se rendre pour faire tout ça. C'est un tiers-lieu, ce truc. Et ça a produit une différence énorme. Ça a permis de nourrir le mouvement ouvrier, de produire aussi des mutuelles d'entraide ouvrière qui ont ensuite permis de nourrir la sécurité sociale. Et puis ces tiers-lieux politiques-là, du mouvement ouvrier, ils avaient aussi des frangines, les maisons du peuple. C'était un autre type de lieu qui a été créé par la classe ouvrière, à peu près à la même époque. Et là, ça venait d'un autre besoin des ouvriers. Ce n'était pas celui de trouver du travail, c'était celui d'avoir à manger. En fait, les patrons réservaient vraiment de la bouffe de merde à leurs ouvriers. Et donc, ils se sont dit, on va s'auto-organiser, on va créer des coopératives alimentaires, des coopératives de consommation, pour qu'on se débrouille entre nous pour trouver notre bouffe, puis aussi du charbon. Et donc, ils vont se créer des premiers locaux. Et puis, à ces locaux, comme ça marche bien, ils vont créer des bars, des buvettes pour continuer à se réunir. Et puis aussi des bibliothèques pour s'instruire, comme les bourses du travail. Et là, je vous invite à lire un super papier qui s'appelle « Les maisons du peuple comme espace de politisation », qui prend l'exemple de la maison du peuple de La Paix, à Roubaix, et qui montre la vie de ouf qu'il y avait à l'époque. C'était non seulement ouvert au quotidien, mais ils faisaient des fêtes. Il y a un récit de fêtes sur 3 jours, avec bal, chorale, il y a des dizaines d'artistes, il y a un feu d'artifice à la gloire du socialisme qui va arriver. Ça réunit 45 000 personnes, rien qu'à Roubaix. 45 000 personnes qui se réunissent pour célébrer le socialisme à venir, ça laisse une trace. Et effectivement, non seulement ces lieux, ça va permettre de contribuer à organiser la classe ouvrière, mais aussi à lui apprendre à gérer les institutions, les moyens pour pourvoir à ses propres besoins. Ça va créer des bataillons entiers d'ouvriers capables de prendre ensuite la direction des villes, et ça va nourrir le socialisme municipal qui a été aussi très fort et qui a créé les premiers services publics qui étaient dans les municipalités. Donc ouais, je me dis, waouh, dans l'histoire,
Ouais, ça a pesé quand même dans le game, les tiers-lieux politiques. Déjà, ça existe, et deuxièmement, mais ça fait une différence. Et là, peut-être que vous allez me dire, ok, c'était il y a longtemps. Ouais, mais non, Maison du Peuple, ça vous rappelle rien de plus récent? Les Gilets jaunes. Les ronds-points de Gilets jaunes, ils se sont appelés, enfin, les cabanes qu'ils construisaient se sont appelées les Maisons du Peuple. Ouais. Alors, peut-être pas toutes, mais beaucoup, et en tout cas, moi, j'en ai visité une, qui était au sud de Bordeaux. C'était un moment extraordinaire. J'arrive avec mon petit vélo, parce que c'était 1 heure de vélo. J'arrive, et là, je le vois de loin, leur Maison du Peuple. Ils sont plus sur le rond-point, ils sont sur un terrain à côté. Et on voit une énorme tour qui doit faire 5-6 mètres de haut, avec un mât, avec un gilet jaune qui flotte. Donc déjà, ça pose un peu l'ambiance. Et ça a l'air super grand. Je m'approche, il y a une terrasse couverte avec une grande table. Il y a une dizaine de personnes qui sont plongées dans une conversation hyper intense. Et puis, il y en a 2-3 qui se retournent. Oui, c'est pourquoi? Je sais pas, je viens voir, je visite, je suis curieux. Et on était début 2019, en plein hiver. Et elle me dit, ah, bah, viens. Et donc, il vient, il me fait visiter. Alors voilà, là, tu as la cuisine. On était sur un terrain vague, je précise. Hein. Tout a été construit à partir de palettes, de bâches, de matériaux de récupération. On arrive dans la cuisine, tout équipé. Gazinière, évier avec de l'eau, de la lumière, frigo, des placards remplis de bouffe. Alors ensuite, suis-nous, là tu as le salon avec, on a récupéré plein de canapés, on a construit un poêle à bois, là c'est pour ça qu'il fait chaud. Alors si tu veux savoir ce qu'on a fait, regarde, là on a le secrétariat avec tous les comptes rendus de nos réunions qui sont classés par ordre alphabétique. Juste à côté, la salle de réunion, quand il pleut, on peut tenir à 20-30 là-dedans. Et puis, pour ceux qui ont besoin, ceux qui viennent de loin, ceux qui ont des galères, on a 2 chambres avec des lits doubles qui se ferment. Hein, et puis, on a un dortoir avec 6 lits. Moi, je suis en mode, waouh, incroyable, le palais qu'ils ont construit. Alors, c'est de la palette et tout, mais c'est confort. Et puis surtout, mais ça héberge une vie magnifique. Je ressors dehors à la terrasse où ils étaient en train de s'engueuler par rapport à la dernière manif. Ouais, comment faut faire ci? Mais non, en fait, il faut plutôt aller dans les péages pour faire des opérations péage gratuits et tout. Et j'ai les yeux qui brillent, je vois des gens qui débattent et qui font de la politique. Et puis j'en rencontre quelques-uns, je vais y passer plusieurs jours. Et je vais voir que les gens qui sont là, en fait, c'était la première fois pour certains qui faisaient de la politique. Et surtout même, certains, c'était la première fois depuis des années qu'ils sortaient de chez eux, qu'ils se socialisaient. Et en fait, là, ce rond-point, celui-là était vraiment exceptionnel. Hein. C'était celui de Saint-Macaire, qui était dingo. Mais j'en ai vu d'autres qui étaient comme ça. Le mouvement des Gilets jaunes, ça a été les manifs qu'on connaît, mais c'était ça aussi. C'était ces maisons du peuple qui se sont créées par dizaines, centaines dans tout le pays et qui ont permis à tout un peuple politique de naître, de se construire et d'avoir la force de se battre. Et le mouvement des Gilets jaunes, je suis désolé, c'est le seul mouvement qui a remporté des victoires face à Macron. Déjà, abrogation de la taxe carbone. Nous, avec Manif des retraites, 6 millions de personnes dans les rues, etc., que chi. Abrogation, donc. Il y a différentes estimations de combien d'argent a été insufflé dans les différentes aides pour calmer la tension sociale. Ça varie entre 10 et 20 milliards. Pas mal. Il y a eu la Convention citoyenne pour le climat, qui était très proche de ce que revendiquaient les Gilets jaunes en termes de RIC, etc. Et certes, ça n'a rien donné à la suite. Mais ça a créé un déjà là. Ça a créé l'idée qu'on peut tirer au sort des gens sur un sujet politique, les mettre à bosser ensemble, et à la fin, il en sort quelque chose que même des députés professionnels ne sont pas capables de faire. Ça a marqué le pays. Et en plus, tous ces ronds-points, peut-être qu'ils ont disparu, mais les gens qui sont réunis, les liens, ils sont toujours vivants. Et moi, ce groupe-là de Gilets jaunes, ils ont une longue histoire. Ils sont allés encore dans une autre gare désaffectée pour faire une 3e version de leur cabane. Et encore, ils ont créé une nouvelle structure qui, en plus, sous couvert d'écologie, pouvait continuer à maintenir leurs activités, leurs liens, leur entraide. Ils sont toujours là, et d'ailleurs, demain, on fête leurs 6 ans, et j'espère qu'on pourra fêter les bougies tous ensemble. Bref,
ces mouvements, que ce soit le mouvement ouvrier ou le mouvement des Gilets jaunes, s'ils étaient forts, c'était parce qu'ils avaient ces bases arrières qui leur permettaient d'aller au front et d'y mettre de l'énergie et de tenir sur la distance. Moi, j'en suis absolument persuadé. Allez, je vais boire un petit coup déjà. On va faire une petite... Je parle beaucoup, je parle vite, mais ça va là? Ouais? Bon, top. Donc en fait, ouais, en me replongeant dans mon expérience où j'avais complètement oublié ce truc des gilets jaunes, je n'avais pas considéré que ça pouvait être un tiers-lieu. Vu qu'à l'époque, je ne connaissais pas le mot, je me dis, ouais, les tiers-lieux politiques, ça existe, ça marche. Alors comment on distingue le truc? Puisque juste les mots qu'on met dessus, si on se dit écolo, social, solidaire, en fait, on peut faire du Rotary Club, ça ne suffit pas. Donc, comment on filtre? Et là, je me suis souvenu d'un bouquin que j'avais en plus trop aimé en 2015, tout petit livre, d'un militant américain. Voilà, tout petit, 50 pages. Ça s'appelle « Les 7 composantes d'une théorie de l'organisation transformative ». Désolé, il n'est pas en français. Mais s'il y a des traducteurs parmi vous, je suis chaud patate pour qu'on fasse quelque chose avec ça. En fait, lui aussi, il a été confronté à ce problème, cet Américain qui s'appelle Eric Mann. Il avait des organisations militantes et il cherchait des alliés. Et pareil, il voulait savoir sur qui se reposer. Et donc, au fil de son expérience, il a pu trouver des filtres pour savoir qu'il y a les organisations qui sont vraiment de gauche et puis celles qui mettent du vocabulaire comme ça qui a l'air, mais qui ne le sont peut-être pas forcément. Donc, par exemple, les 7 éléments qui permettent de trier, le premier, c'est une organisation transformative cherche le changement social radical à travers une stratégie de front uni pour défier l'Empire américain. Le premier truc, il nomme l'adversaire. Ah ben ouais, mais c'est ça qu'ils ont fait aussi, les Gilets jaunes. Ils n'ont pas juste dit « nous, on fait de la solidarité ». Non, ils ont dit « notre adversaire, c'est Macron, c'est la taxe carbone, c'est un gouvernement qui est capable de nous imposer des lois absolument injustes ». Donc c'est le premier élément, c'est ça. Pour faire un tiers-lieu politique, il faut nommer les adversaires, dévoiler les conflits. Allez, on va se mettre un peu en mode tiers-lieu, déso, hop, mais pas déso. Je sors mon meilleur ami, le paperboard et les post-it géants. Alors voilà, premier ingrédient, je pense, qui me paraît hyper important, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on pourrait en faire dans les tiers-lieux, du coup? Eh bien, c'est faire ce travail d'éducation populaire, de dévoiler les structures d'oppression, d'exploitation, les nommer, les étudier, et puis voir aussi, localement, là où ils sont nos tiers-lieux, comment ça s'exprime, ces structures de domination. Par exemple, à côté de Bègle, on avait la ligne à grande vitesse, qui est un grand projet inutile et imposé, qui sert surtout aux grandes multinationales du BTP, etc. Ah bah ouais, tiens, allez, hop, ça on est contre, et puis on le dit. On le dit dans notre raison d'être. Par exemple, au lieu de dire la zone à partager héberge et fait rayonner des initiatives sociales, écologiques et solidaires, c'est elle héberge et elle fait rayonner des initiatives anticapitalistes, décoloniales et féministes. Ben voilà, là c'est clair. Ouais, le conflit, l'adversaire, ok, on peut continuer. Alors c'est bien de savoir d'où on part et quels sont les problèmes. Mais les Gilets jaunes, ils savaient aussi où est-ce qu'ils voulaient aller. Ils avaient des revendications qui leur donnaient envie. C'était le référendum d'initiative citoyenne, par exemple, mais c'était aussi la refonte de la fiscalité. De se dire, t'imagines, si on n'avait plus à payer de TVA sur les produits de première nécessité et qu'en compensation, ça serait les riches qui en paieraient davantage. Par exemple, je sais pas, sur le kérosène, qui est taxé à 0%. Ah ben ouais, purée, ça serait génial, ça. C'est donc ça. Savoir où on veut aller et tuer Tina. Tina, there is no alternative, vous la connaissez. Eh bien, il y en a plein des alternatives. Et je ne parle pas d'alternatives locales, la ressourcerie ou le tiers-lieu qui est sympa, mais je parle d'alternatives globales, de modèles de société alternatifs. Et donc,
on pourrait mettre dans nos visions du monde qu'on partage dans les tiers-lieux. Les visions, c'est ce qui complète la raison d'être et qui exprime justement quel monde on veut. Eh bien, au lieu de mettre des mots un peu creux, on pourrait dire des choses très précises. Par exemple, nous, dans notre monde idéal, on voudrait que la sécurité sociale soit de nouveau gérée par les travailleurs eux-mêmes, comme au moment de leur création en 1946. Et là, ils seront en mode quoi? C'était que les travailleurs? Ouais, je te jure, il n'y avait pas les patrons, il n'y avait pas l'État. En fait, vraiment, les travailleurs, ils cotisaient ensemble et ils géraient leur argent, mais juste entre eux. Ah, mais c'est vachement bien, ça. Mais oui, et puis on pourrait le faire pour l'alimentation, par exemple. Quoi, pour l'alimentation? C'est-à-dire... Non, mais il faut que tu regardes la conférence gesticulée de Caroline Dumas qui explique très bien ce que ça pourrait devenir si on faisait une sécurité sociale de l'alimentation. Mais ça serait révolutionnaire. Mais vraiment, tu vois, on pourrait changer le monde. Et donc voilà, on aurait comme ça, dans nos visions du monde, des propositions politiques où on ne serait pas tous d'accord. Hein. Ce n'est pas le but d'avoir l'unanimité. On pourrait par exemple se dire il faudrait qu'on soit au moins d'accord à 75%. Mais le but, c'est que quand les gens ils arrivent dans les tiers-lieux, ils ne sont peut-être pas d'accord avec tout, mais ils repartent. Ils sont en mode j'ai appris gavé de trucs. Et je dis gavé parce que je suis bordelais au fait. Voilà. Hop, deuxième élément. Bien. Et pour partir du problème et aller vers l'horizon, il nous faut un chemin. Et ça, ce chemin, c'est les stratégies. Et ça, les gilets jaunes, comme je vous le disais, ils passaient un temps fou à parler stratégie de lutte, tactique, comment on agit. Donc c'était les manifestations insurrectionnelles, c'était comment on brûle efficacement un radar autoroutier, c'était est-ce qu'on refait des pétitions, comme la première pétition de Priscilla Ludowski. Et ça débattait à fond sur les stratégies tactiques de lutte. Et ben voilà, mais carrément. Mais c'est ça qu'on va faire dans les tiers-lieux. On va mettre des bibliothèques avec des tonnes de bouquins comme Joyeux Bordel, Guérilla Kit, Comment faire la révolution quand on est tout petit, sans armes. On va se faire des arpentages de livres, on va projeter le film Women at War, et puis on va en débattre. Bref, causer stratégie. Et là aussi, hyper intéressant, on n'est pas une organisation militante qui, elle, doit en avoir une seule de stratégie. Nous, on hébergerait plein d'organisations qui ont chacune à leur. Le but, c'est juste qu'on croise, qu'on discute, qu'on enrichisse. Je suis tellement chaud de ça, ça me manque, si vous saviez. Et donc, justement, pour faire tout ça, les Gilets jaunes, il y avait un ingrédient tout bête, leur disponibilité. Se rendre disponible, être là, être juste présent. Être ensemble, sans forcément qu'il y ait un ordre du jour de réunion ou la proposition d'une animation super détaillée, mais juste s'engager à créer de la relation. Un peu comme dans Le Petit Prince. Vous savez, le passage où c'est le renard qui dit à l'enfant, au Petit Prince, si tu veux qu'on s'apprivoise, faut juste qu'on se crée des rituels où on s'engage à être là avec l'autre. Et bien là, pareil. Qu'est-ce que ça leur a permis de faire aux Gilets jaunes, mais leur maison du peuple, déjà. Et puis ça leur a permis aussi de tenir la répression. Parce que quand on est ensemble et qu'on crée une relation, on sait ce que l'autre il vit aussi dans son quotidien, ses galères, on peut l'aider. Encore faut-il qu'on le sache, qu'on se connaisse. Et puis c'est vraiment aussi lutter contre le capitalisme, la société de consommation, l'individualisme. Chacun son rythme, chacun ses petites activités, ses loisirs, etc. Là, on inverse. Avant de faire son planning de cours d'acro-yoga, d'abord, on se dit, engageons-nous à nous voir. Quand? C'est quoi nos rituels? Et après, on peut faire passer l'individu. Mais retourner cet ordre de priorité. Bon. On a une boussole politique, on commence à avoir de l'énergie, mais les Gilets jaunes, ils avaient aussi de la ressource matérielle. Et surtout, moi, l'exemple que je préfère, c'est les bourses du travail. Les bourses du travail, c'était des bâtiments en dur qui ont tenu des décennies, parce que c'était à eux. Comment ils finançaient ces lieux? La cotisation. Dans le livre que je vous ai montré, là, il explique, Fernand Pelloutier, comment on monte une bourse du travail. Il explique tous les postes de dépenses. Et pour couvrir ça, il dit, nous, l'idéal, c'est de viser l'autonomie politique, parce que la subvention, c'est la soumission. Donc, c'est la cotisation
la solution. Et il explique que c'est environ 20 à 30 centimes par mois par ouvrier pour financer les bourses du travail. 20 à 30 centimes en 1900 pour un ouvrier moyen. J'ai regardé, j'ai fait ma petite règle de 3. C'est comme si aujourd'hui, un ouvrier moyen, il donnait 70 € par mois. Ça donne un peu l'idée, l'effort de socialisation des ressources. Là, je parle d'un ouvrier, mais si on le reporte à, je sais pas moi, quelqu'un comme moi, ou ma classe sociale, la petite bourgeoisie intellectuelle, la classe moyenne, ça ferait combien par mois? Juste pour faire fonctionner un lieu. Et si en plus on parle de socialiser par exemple nos héritages familiaux, parce que l'héritage, c'est pas de gauche, hein. Ça, c'est bien de droite aussi l'héritage. Mais combien on pourrait mettre de côté en capital pour s'acheter nos lieux et qu'on puisse le transmettre à nos enfants, pour que nos enfants ils héritent de nos luttes et qu'ils puissent les continuer? Énorme, non? Moi j'ai envie de faire le calcul, hein. Je ne sais pas qui est dispo, mais moi je suis chaud. Et donc, voilà, mettre en commun nos ressources. Un autre truc qui était super important dans la puissance du mouvement des Gilets jaunes, et d'ailleurs dans à peu près tous les mouvements révolutionnaires, c'était la présence de femmes. De femmes, surtout les plus précaires. Il y avait 45% de femmes dans le mouvement des Gilets jaunes, ce qui est un taux nettement supérieur à la plupart des mouvements sociaux. Et voilà, si vous avez, enfin, les gouvernements le savent, hein, si vous avez les femmes dans la rue, c'est que ça va commencer à chauffer sérieusement pour eux. Eh ben, elles ne se laissaient pas traiter en boniche. Elles se faisaient bien respecter. Et ça gueulait sévère quand elles se faisaient un peu trop prendre pour celles qui vont débarrasser la table, prendre soin des gens, etc., pendant que les mecs ils font la grande politique, etc. Et bien ça, c'est un aspect hyper important aussi si on veut construire des collectifs puissants, c'est qu'on remette en question nos pratiques oppressives qui sont héritées de ce système bourgeois, masculin, blanc. C'est aussi tous ces comportements qu'on a appris en tant que dominants et dont il va falloir aussi se départir. Et pour ça, dans les tiers-lieux, ça peut être l'occasion aussi de faire, par exemple, ce que propose Quentin Durval, qui a écrit le bouquin « Comment devenir moins con en 10 étapes ». Et c'est un mec qui a écrit un bouquin pour les mecs en disant « Hé les mecs, ça vous dirait pas qu'on soit moins con, qu'on apprenne à écouter, qu'on apprenne aussi à se connecter aux émotions, parce que c'est intéressant pour coopérer. » etc., etc. Donc il invite à faire des groupes de discussion pour se déconstruire. Ah mais c'est surtout pour se reconstruire en tant qu'humain. Ça, je trouve ça assez chouette. Et voilà, on commence à savoir un peu là comment construire de l'énergie, mais on en fait quoi? Bon, les Gilets jaunes, ils ne se contentaient pas de faire des belles cabanes, hein, c'est ce que je vous disais. On soutient les lignes de front. Pour les bourses du travail, c'était, par exemple, créer des caisses de grève pour les grévistes quand ils sont en grève. Il y avait un très très beau mouvement en 1947 de grève des ouvriers, des miniers, pardon, où pour soutenir l'effort de grève, les organisations ouvrières avaient envoyé un peu dans tout le pays les enfants des mineurs qui ne pouvaient plus pourvoir aux besoins de leurs enfants, c'était trop dur. Et ça s'est fait beaucoup par le biais de réseaux, de lieux d'aide aux luttes. Et je trouve que c'est un super exemple de solidarité et de soutien aux lignes de front. Et là, en fait, je ne vais pas vous expliquer comment on pourrait faire, je pense que vous pouvez avoir des idées par vous-même. Vous avez des idées un petit peu, ça vous dirait? On fait un petit moment brainstorming, comme dans un tiers-lieu. On s'imagine qu'on est dans un tiers-lieu, ok? On se dit, ça y est, on a une boussole politique, on a dégagé de la ressource, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour soutenir les luttes? Est-ce que vous avez des idées, des exemples historiques, des envies? Qu'est-ce qui vous ferait kiffer? Ouais, je vous prends un petit peu à froid, là, peut-être. Cantine. Ouais, cantine, carrément. Ouais. Ouais. Effectivement, les cantines solidaires qui sont nées dans plein de cafés associatifs et qui sont coalisés pour aller dans les mouvements des soulèvements de la terre, dans leurs actions de masse, pour nourrir des dizaines de milliers de personnes, pour permettre aux activistes
eh ben, d'aller bloquer la construction de méga-bassines. Donc ouais, des cantines solidaires. Peine sardine. Peine sardine. Pendant les peines sardines, je crois qu'il y avait des enfants qui allaient chercher à manger pour justement les familles qui faisaient grève aussi. Ah oui. Ah oui, c'était les ouvrières. À manger dans toutes les familles pour soutenir les Ouais. peines sardines qui faisaient grève. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres exemples historiques de comment... Pour récupérer les canons sur la ville Montmartre. Ouais, ok. Faut être bien déter. Ouais, ça peut être les cachets, par exemple dans les tiers-lieux, ou organiser des réseaux justement de refuge pour des personnes qui sont en première ligne. Bon, pour faire un brainstorming, il faut être super chaud, et là je vous sens super concentré sur ce que je dis. Je vais continuer, et puis on fera le brainstorming après, d'accord? Ça sera beaucoup plus simple. Là j'ai testé le truc, bon je vois que ça marche pas trop, c'est ok. Alors voilà, on soutient les lignes de front. Parce que les tiers-lieux, ils ne sont pas en première ligne. Ils les soutiennent, et du coup, autre rôle hyper important, relayer. Relayer les appels et les alertes. Puisque les milliardaires, eux, ils ont les médias, ils ont les réseaux sociaux. Nous, on a quoi? On a le terrain. Eh bien, ces tiers-lieux qui maillent le territoire, eh bien, eux aussi, ils peuvent relayer les luttes et les appels. Donc ça va aussi dans l'autre sens. Hop. Hop. Et enfin, le dernier point. Oups. Et voilà, ça tiendra bien comme ça. C'est que les puissants, ils nous dominent en nous réprimant aussi, mais beaucoup en nous déprimant, tout simplement. Et en nous ôtant le goût de la vie, et puis en nous faisant croire que de toute façon, il n'y a pas d'alternative. Et du coup, ça va peut-être être une redite de ce que j'ai déjà dit, mais un rôle magnifique pour les tiers-lieux, c'est de réembellir la vie, de remettre de la joie, mais de la joie dans les luttes, montrer que créer, c'est résister, résister, c'est créer, et c'est là que ça se passe. C'est dans nos espaces de lutte qu'on trouve de la dignité, et moi, mes plus beaux moments de joie, c'était par exemple, justement, lors des soulèvements de la Terre, quand on rentrait d'action, et qu'on s'était sérieusement castagné avec les CRS, et qu'on retrouvait ces camps de base arrière avec d'immenses chapiteaux, avec des groupes de musique extraordinaires. C'était les concerts les plus fous de ma vie, parce qu'on avait été galvanisés avec tous les gens, et on n'était pas un public lambda, quoi, en fait. On était des militants politiques, et si on était là, c'était pour une raison hyper forte. On venait de vivre quelque chose d'extrêmement intense et dur, et on l'a fêté ensemble. Mais ça soulage de tous les traumatismes, enfin, un peu. En tout cas, ça donne envie de revenir. Et d'avoir des lieux qui créent de la fête pour ces luttes, c'est indispensable, et je vous jure, on a un besoin de ouf. Alors célébrons-les, puis célébrons les gens aussi qui relèvent la tête. Même si c'est des actes isolés, tout seuls dans leur coin, ça demande un courage et une force. Voilà. Et là, c'est le moment fatidique de ce qu'on appelle dans le jargon des conférenciers gesticulants un tarmac. Alors le tarmac, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est là où le conférencier va subtilement amener le public à atterrir grâce à une synthèse savamment pensée, mais également à redécoller avec une envolée lyrique chargée d'émotions qui va propulser le public dans un élan révolutionnaire. Alors moi, la synthèse, ça va à peu près, mais je vous préviens, c'était un peu compliqué pour le redécollage. Alors la synthèse, je pense que vous avez compris que j'ai plus envie d'être facilitateur de tiers-lieux. Et d'ailleurs, j'ai arrêté en juillet dernier. Et je ne suis pas fâché avec la ZAP. Non, pas du tout. Mais voilà, maintenant, moi, c'est ça que je veux faire. Et ça se résume à 3 choses très simples. Parce qu'en fait, ça, bon, je vous avoue, je l'ai fait dans la semaine, à moitié en panique, en me disant « faut que je produise un truc ». Mais le plus important, finalement, c'est surtout qu'on fasse de la politique, qu'on politise, en nommant les choses, les adversaires, pardon, qu'on sorte de la collaboration avec l'État, avec la bourgeoisie, et qu'on se reconnecte, nous, entre personnes qui sont impactées par ce système d'oppression.
et qu'on envoie toute cette énergie en soutien aux luttes. Et moi, c'est ça que je veux faire. Et avec deux autres copains, il y en a un qui vient de la culture et une autre qui vient des centres sociaux. On partage le même dégoût d'avoir vu nos velléités politiques se faire retourner comme des chaussettes. Alors le copain d'ailleurs qui a travaillé dans la culture, lui s'appelle Amaury. Il a créé une conférence gesticulée aussi que je vous invite à voir. Lui, il était développeur de projets culturels et il s'organisait avec les habitants des quartiers populaires pour que grâce à cette organisation, ils se politisent et qu'ils luttent contre leurs conditions de vie. Et le titre de sa conf, c'est ce que lui a dit un de ses habitants avec qui il travaille depuis des années. C'était « Heureusement que vous étiez là, sinon ça fait longtemps qu'on aurait tout changé. » Elle est très bien, sa conf. Hein. Elle va dire un peu la même chose que moi, mais sur le monde de la culture. Et puis on a hâte que Valentine, des centres sociaux, nous fasse aussi sa conférence gesticulée, parce que pareil, centres sociaux, même non-combat, en fait. Et les associations, et l'éducation populaire, etc. Et donc on va essayer de s'organiser avec les petits pépères, et on est en train de créer la structure, la frontale, où voilà, on va faire ça. Et voilà, et donc pour le décollage, l'ascenseur émotionnel, eh bien, mesdames et messieurs, je suis au regret de vous annoncer que cet ascenseur est bloqué. Voilà, j'ai essayé, hein, j'ai vraiment essayé à fond. J'ai essayé de me connecter à mes émotions, là, d'aller chercher un truc puissant. Et en fait, soit c'était, j'écrivais un espèce de sketch de personnage de militant faux, enfin, ça allait être vraiment du théâtre, quoi. Enfin, soit j'allais vraiment mettre les doigts dans ce qu'il y a là et... Ben voilà, ça fait ça. J'essaie de me raccrocher à des trucs. Mais c'est dur. Et du coup, bon, si je mets trop les doigts dans... Je me suis rendu compte que, en fait, voilà, j'avais pas tout digéré de mon parcours militant et de ce à quoi j'ai été exposé. Bonne nouvelle, j'ai un problème, je le sais maintenant, je vais pouvoir aller mieux. Voilà, sauf que si je vous l'étale maintenant, je vais m'effondrer. Je vais m'effondrer en larmes et j'ai pas envie de donner cette impression, scéniquement, je pense que ça serait dramatique. Et politiquement parlant, ça serait catastrophique parce que ça vous donnerait envie de m'aider. J'ai pas envie que vous m'aidiez. Donc je vais finir par une citation qui résume un petit peu le tout. C'est de Lila Watson, qui est une militante aborigène, et qui disait « Si tu es venu pour m'aider, alors tu perds ton temps. Mais si tu es venu parce que ta libération est liée à la mienne, alors on peut travailler ensemble. » Merci.